Bonjour les terriens, et bienvenue dans ce 32e épisode qui vous permet de rester au courant de ce qu'il se passe dans l'espace. Cette semaine, je vous ai préparé un dossier sur la guerre dans l'espace, ce nouveau champ de bataille dont la réalité est parfois bien loin de ce que l'on peut imaginer. Nous resterons ensuite autour de la Terre avec un sujet bien plus pacifique, celui du retour sur notre planète de 3 astronautes de la Station Spatiale Internationale. Et pour terminer, nous irons nous évader un peu avec la mission Hope prévue cet été à destination de la planète Mars. Avant de commencer, je vous remercie encore pour votre fidélité, et pour les nouveaux, on n'oublie pas de s'abonner. Allez c'est parti, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. Et on commence avec un dossier sur la guerre dans l'espace qui n'est pas forcément celle qu'on imagine. Aujourd'hui, l'espace au sens large du terme représente un enjeu crucial dans la gestion des nations les plus développées, aussi bien sur le plan économique, scientifique, sécuritaire, mais aussi sur le plan militaire. La révolution spatiale a eu lieu à la fin des années 50 avec l'apparition d'un objet devenu banal aujourd'hui, le satellite. Pourtant, son utilisation s'est tellement développée sur les 60 dernières années que cet appareil est devenu indispensable pour nos sociétés, mais aussi pour nos armées. Saviez-vous qu'aujourd'hui, il orbite au-dessus de nos têtes plus de 2000 satellites actifs ? Parmi ceux-ci, on y trouve des satellites scientifiques qui étudient l'espace proche et lointain ainsi que le fonctionnement de notre planète, des satellites d'observation de la Terre qui servent, comme leur nom l'indique, à observer directement notre planète avec un but scientifique, économique ou météorologique, des satellites servant à la localisation et à la navigation, comme le GPS, indispensable aujourd'hui pour les longs trajets et les navigations maritimes ou aériennes, des satellites de télécommunication servant à transmettre des informations d'un point à un autre de la Terre, que ce soit pour le téléphone, pour les programmes télévisés ou encore la transmission de données informatiques. Et bien évidemment, parmi toutes ces catégories de satellites, on retrouve de nombreux appareils destinés à un usage militaire. Ces satellites militaires ont véritablement pris place dans l'espace pendant la guerre froide entre les USA et l'ex-URSS, où chacune de ces deux nations a envoyé des satellites de reconnaissance afin d'obtenir des images des installations stratégiques militaires et le positionnement des armées adverses. Des satellites de télécommunications chiffrés permettant des liaisons militaires sécurisées avec les troupes sur le terrain, ou à l'inverse, des satellites d'interception et d'écoute des télécommunications adverses. Des satellites d'alerte précoce qui sont équipés de capteurs infrarouges permettant de détecter la chaleur émise par le lancement d'un missile balistique par exemple, et enfin des satellites de guidage utilisés pour diriger avec précision les missiles de croisière. Vous l'aurez compris, dans la guerre moderne, nous sommes très loin de ce que les studios hollywoodiens ont pu nous sortir sur grand écran, avec toutes sortes de vaisseaux spatiaux plus grands les uns que les autres et qui défient toutes les lois de la gravité. En réalité, dans l'espace, les satellites sont aujourd'hui les atouts indispensables pour une armée, et la perte de ces appareils pourrait alors complètement aveugler un pays. D'ailleurs, pour parer à la menace, de plus en plus de pays se dotent depuis quelques années d'une force militaire spatiale. Ce fut le cas des États-Unis en novembre dernier avec la création de l'US Space Force, mais ce fut aussi le cas de la France qui a rejoint la course à l'armement spatial en créant l'an dernier, sur l'été 2019, son commandement militaire de l'espace afin de se donner les moyens de riposter en cas de menace. La ministre française des Armées, Florence Parly, annonçait le 25 juillet dernier « Aujourd'hui, nos alliés et nos adversaires militarisent l'espace. Nous devons agir, nous devons être prêts. Si nos satellites sont menacés, nous envisagerons de détruire ceux de nos adversaires. » Mais alors, comment fait-on la guerre dans l'espace ? Comment peut-on se débarrasser d'un satellite adverse ? Là encore, il y a de nombreuses méthodes, la plupart déjà opérationnelles, d'autres encore qui ont été abandonnées, et certaines qui sont toujours en cours de création, et vous allez voir que l'homme ne manque pas d'imagination pour cela. Déjà en 1962, à l'époque où les satellites n'étaient pas atteignables par de simples missiles tirés depuis la Terre, un test avait été réalisé par les Américains qui avaient alors tiré une fusée depuis le sol et fait exploser une tête thermonucléaire à 400 km d'altitude, pour information c'est la hauteur à laquelle se trouve aujourd'hui l'ISS, pour tester l'efficacité des EMP, les ondes de choc électromagnétiques, sur des satellites russes. S'en est résulté une onde de choc bien plus grande et plus puissante que prévu, qui a alors désactivé plusieurs satellites environnants à la fois côté russe et américain. Les armes nucléaires se sont alors révélées incontrôlables dans l'espace, et c'est aussi ce test qui a mené à l'élaboration du traité de l'espace de 1967, où il a notamment été interdit d'amener ou d'utiliser une arme nucléaire dans l'espace. Les EMP n'étant pas adéquats pour désactiver un satellite à cause des dommages collatéraux, de puissants lasers peuvent à l'inverse être précisément ciblés sur un appareil, le détruisant ou grillant rapidement ses systèmes.
Le projet TEL pour Tactical High Energy Laser avait d'ailleurs eu des résultats probants pour la destruction de missiles et d'obus en vol, et pourrait très bien être adapté à la destruction de satellites espions pour peu que nous soyons capables de le cibler avec précision lors de son passage. Les missiles tirés depuis le sol ou les airs sont aujourd'hui suffisamment performants pour détruire un satellite. Les premiers tests datent de 1985, où un avion américain avait détruit un satellite avec un missile guidé pour prouver l'efficacité de la méthode. La Chine a aussi réussi ce test en 2007 en ciblant l'un de ses satellites, mais a créé en l'explosant plus de 40 000 petits débris qui ont d'ailleurs heurté un satellite russe 6 ans plus tard. Enfin, l'Inde a montré qu'elle maîtrisait elle aussi cette technologie en explosant un satellite avec un missile tiré depuis le sol en mars 2019. La communauté internationale avait d'ailleurs vivement réagi en condamnant ce tir qui n'a fait qu'accroître les débris spatiaux. Si ces différentes méthodes posent un problème sur le futur de l'accès à l'espace pour toutes les nations, à cause du risque de collision avec des débris, il existe aussi des méthodes entre guillemets plus propres. Un simple brouillage laser ou radio peut par exemple aveugler un satellite espion le temps de son survol d'une zone sensible. Cela évitera aussi quelques tensions diplomatiques supplémentaires. Et enfin, une méthode un peu plus fantaisiste est celle de l'abordage d'un satellite par un autre afin de soit le désactiver, l'endommager, ou même tout simplement le ralentir pour le faire retomber sur Terre et le détruire lors de sa rentrée atmosphérique. C'est aujourd'hui un procédé tout à fait réaliste puisque comme j'en parlais dans le 25e journal de l'espace, le satellite remorqueur MEV a réussi un amarrage historique à un autre satellite le 25 février dernier afin de le remettre en fonctionnement. On peut donc tout à fait imaginer un procédé similaire utilisé à des fins militaires. Le problème dans ce domaine, c'est que chaque nation garde secrètement ses avancées technologiques militaires dans le domaine spatial. On ne sait par exemple pas grand chose des missions qui sont confiées à la navette autonome américaine X-37B, dont le dernier vol a duré plus d'1 an. Il est donc difficile d'estimer ce dont chaque pays serait aujourd'hui capable si une véritable guerre des étoiles venait à se déclencher. Fort heureusement, même si des tensions existent et qu'une nouvelle course à la Lune a démarré entre les États-Unis et la Chine, l'heure est toujours à la coopération internationale, comme le montrent les nombreux partenariats entre les États pour l'accès à notre bonne vieille station spatiale internationale. Et puisque l'on parle de l'ISS et de coopération internationale, voici un sujet un peu plus pacifique avec le retour sur Terre de 3 astronautes russes et américains. Comme indiqué dans le 30e journal de l'espace, l'équipage de l'expédition 62 de l'ISS, constitué d'Oleg Shripochka, Andrew Morgan et Jessica Meyer, a été rejoint il y a 15 jours par l'expédition 63, qui constitue alors la nouvelle équipe de relève. Pour rappel, cette nouvelle équipe comprend Chris Cassidy, Anatoly Ivanichin et Ivan Wagner. Une cérémonie de passation a été organisée à bord de la station spatiale la semaine dernière, lors de laquelle Oleg Shripochka a cédé le commandement de l'ISS à Chris Cassidy dans une ambiance détendue en lui remettant la clé, symbolique, de la station. Un rituel qui a lieu presque à chaque rotation d'équipage. Oleg Shripochka a souligné « Je confie la station à de véritables professionnels et je leur souhaite de tout cœur de réussir les nombreuses tâches qui les attendent. » Ce à quoi Chris Cassidy a répondu « Je prends le relais dans une station en bon ordre grâce à vous et à l'excellent travail de votre équipage. » L'expédition 62 a ensuite embarqué à bord d'une capsule Soyouz amarrée à la station afin de prendre le chemin du retour vers la Terre. Pour Oleg et Jessica, leur séjour aura duré 205 jours dans l'espace et pour Andrew, il atteint même 273 jours, étant arrivé un peu avant ses compères. À bord de l'ISS, ils ont bien évidemment éprouvé les difficiles conditions de vie dans l'espace, ont maintenu la station spatiale vieillissante en état lors de plusieurs sorties successives autour de l'ISS et réalisé bon nombre d'expériences scientifiques. L'atterrissage a eu lieu le 17 avril dernier dans les plaines du Kazakhstan, où la capsule s'est posée à l'aide d'un parachute comme on peut le voir sur ces images. L'équipe de récupération qui les a extirpés de l'appareil a dû pour l'occasion être équipée en conséquence afin de ne pas risquer de contaminer nos astronautes dont le corps aura mis quelques jours pour récupérer. Si vous vous demandez pourquoi ils sont portés par les secours alors qu'ils semblent en bonne santé, il faut se rappeler que dans l'espace, la microgravité n'agit pas en bien sur le corps humain et a tendance à le fragiliser ainsi qu'à réduire ses défenses immunitaires. Les muscles s'atrophient et lors de leur retour sur Terre, retrouver une gravité est une expérience pénible et difficile pour les astronautes qui n'y étaient alors plus habitués. Je vous invite d'ailleurs à revoir le saviez-vous de la semaine dernière concernant les conséquences d'un voyage longue durée dans l'espace sur le corps humain. Les restrictions de déplacement ayant lieu dans le pays n'ont pas permis de mener l'habituelle cérémonie de bienvenue pour le retour des astronautes. Notre trio a donc tout d'abord été amené par hélicoptère au cosmodrome de Baïkonour où ils se sont ensuite séparés. Oleg Shripochka est reparti pour Moscou où il subira un confinement de 3 semaines complètes, la ville étant en pic épidémique, tandis que Jessica Meyer et Andrew Morgan ont pris la route escortés par une équipe de la NASA pour un aérodrome où les attendait un avion de l'agence chargé de les rapatrier à Houston aux États-Unis.
Après avoir été isolés de leurs proches pendant leur mission, nos astronautes vont devoir à présent suivre le même confinement qui s'impose à une grande partie des terriens. Mais bon, en termes de confinement, on peut dire qu'ils sont rodés. À présent, direction Mars avec le projet Hope. La conquête spatiale passe aussi par des pays dont nous entendons moins souvent parler dans ce domaine. C'est le cas des Émirats Arabes Unis qui ont pourtant une très belle mission sur le point de décoller cet été. Le pays va lancer une sonde spatiale à destination de l'orbite de la planète Mars. Cet appareil, appelé Hope, qui signifie espoir en anglais, va décoller depuis le Japon sur une fusée japonaise H2A. Le voyage prendra ensuite 8 mois et l'orbiteur devrait atteindre la planète rouge vers le mois de mars 2021, d'où il pourra alors effectuer sa mission qui consistera à l'étude de l'atmosphère de la planète. Les derniers préparatifs se sont bien déroulés d'après Omran Sharaf, le directeur de la mission, qui a fait une présentation de l'avancée du projet le 17 avril dernier. L'appareil a terminé les essais environnementaux aux États-Unis en décembre et a ensuite été transporté à Dubaï pour une dernière série de tests. A l'origine, ces derniers tests prévoyaient de se terminer en mai 2020, puis d'expédier le vaisseau au centre spatial de Tanegashima au Japon pour les préparatifs du lancement. La pandémie a cependant motivé la direction de la mission à avancer la date d'expédition de la sonde au lundi 20 avril dernier. La décision a été prise très tôt que nous devions expédier le vaisseau spatial dès que possible sur le site de lancement, étant donné les restrictions qui ont été imposées en matière de voyage, a déclaré Omran Sharaf. Cette décision d'avoir avancé la date d'expédition de Hope vers le Japon n'est cependant pas sans risque. En effet, il faut savoir que certains tests ont alors dû être sacrifiés pour s'assurer de pouvoir pallier au retard provoqué par la situation mondiale actuelle. L'organisation a prévu l'envoi en amont d'une équipe d'ingénieurs émiriens au Japon, qui auront alors déjà réalisé leur quarantaine lorsque le vaisseau spatial arrivera et pourront immédiatement commencer à travailler dessus. Pour ce qui est de la deuxième équipe, envoyée avec le vaisseau spatial pour le trajet, celle-ci effectuera sa quarantaine en arrivant et pourra après, elle aussi, participer aux préparatifs du lancement. Cette mission est la première sur Mars par les Émirats Arabes Unis et est très démonstrative des ambitions spatiales croissantes de ce pays, qui avait d'ailleurs envoyé pour la première fois un astronaute sur l'ISS en automne 2019. Sharaf a déclaré que les gouvernements des Émirats Arabes Unis et du Japon soutenaient les plans d'expédier le vaisseau spatial malgré les blocages imposés par la pandémie. Nous avons obtenu toutes les approbations nécessaires et maintenant il ne reste plus qu'à expédier le vaisseau spatial. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, Hope sera la troisième mission lancée vers Mars cet été avec le rover Perseverance de la NASA et celui de la mission chinoise Huoxing 1. L'Europe a quant à elle été contrainte de reporter son lancement de 2 ans, n'ayant pas encore terminé les tests pour sa mission ExoMars. Et nous arrivons à la fin de ce journal de l'espace. Merci de l'avoir suivi, je compte sur vous pour laisser un commentaire, un pouce bleu et un partage de la vidéo sur les réseaux sociaux. Cela m'aide à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee ou Utip et à regarder quelques pubs pour soutenir le journal de l'espace. J'en profite d'ailleurs pour remercier mes généreux donateurs. Comme d'habitude, je vous retrouve vendredi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Salut les terriens!